Aujourd'hui, nous allons pouvoir assister à des présentations, des échanges sur les 3 autres grands axes du projet. Et nous allons commencer par une présentation sur une séquence sur le renforcement et l'introduction des populations d'astragales de Marseille et de plantains subulés. Et commencer tout d'abord avec Laurence Affre et Lucie Michet, maîtres de conférence à Aix-Marseille Université, Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, sur l'astragale de Marseille. Merci. Bonjour à tous. Alors Lucie et moi, on va vous présenter quelques résultats au sujet de l'astragale. On va se passer la parole successivement et puis après on écoutera vos questions, après la diffusion d'un film et puis on organisera un petit débat à gauche où bien entendu on sera ravis que vous participiez aussi. Donc on peut commencer un peu quelques éléments au niveau de la gestion conservatoire des populations de l'astragale de Marseille. Bon, je l'ai intitulé un peu ma biographie parce que vous allez avoir des éléments un peu historiques sur tous les travaux qui ont été réalisés sur l'astragale de Marseille. Et si on commence pour vous présenter le matériel biologique avec qui on a travaillé, eh bien c'est l'astragale de Marseille qui appartient à la section Tragacanta, dont une phylogéographie a été réalisée par Alex Baumel et qui a démontré pour l'astragale de Marseille que vous avez ici et ici, une différenciation des espèces de l'ouest, de l'est méditerranéen vers l'ouest méditerranéen, avec au niveau du bassin méditerranéen ouest pas mal de taxons qui se retrouvent en situation isolée, comme c'est le cas de l'astragale de Marseille, que l'on retrouve au Portugal, et vous avez une illustration ici des sites portugais que l'on retrouve en Espagne, et vous avez en dessous les sites aussi espagnols. Et enfin, on retrouve dans le sud-est de la France. Et vous voyez un peu les photographies, les sites français sont un peu plus pelés, on peut dire, que par rapport aux sites portugais et espagnols. L'astragale de Marseille, vous le voyez, par rapport aux autres astragales, elle se retrouve au niveau d'habitats littoraux, comparativement aux autres astragales où elles vont se distribuer un peu plus en altitude, un peu plus en montagne. L'astragale de Marseille, vous le voyez, elle appartient à l'habitat frigane, Astragalo-Plantaginetum subulatae, et donc elle est menacée et protégée au niveau du sud-est de la France. En 2019, il y a une étude qui a été réalisée pour recenser l'ensemble des pieds d'astragales, et vous avez un peu l'ensemble des sites ici, jusque vers la Seine-sur-Mer, des sites sud-est français pour l'astragale de Marseille. 4919 pieds ont été recensés par Aix-Marseille Université et le conservatoire CBN Med. Ça représente 88% des effectifs qui se retrouvent dans le parc national des Calanques, ce qui justifie, si vous voulez, le fait que nous nous sommes préoccupés avec le parc national des Calanques de la situation de l'astragale de Marseille, et avec un certain nombre, vous le voyez, de publications qui ont permis un peu de caractériser l'écologie et la biologie de cette espèce menacée. Alors, ces différentes études nous ont permis de justifier un peu le pourquoi on s'est intéressé à l'astragale de Marseille. Il y a bien sûr multiples causes de vulnérabilité au niveau de ces populations. Au-delà des stress environnementaux que vous connaissez, vent, fort, salinité, xéricité et très peu de sol, il y a une étude qui nous a permis un peu de montrer que les sites autour de Marseille, de l'astragale de Marseille, étaient positionnés dans des structures urbaines. Et vous voyez ici, tout ce qui est en noir correspond aux populations d'astragale de Marseille. On voit bien qu'elles sont emmêlées dans une structuration urbaine très importante, ce qui démontre bien que l'astragale de Marseille se développe au niveau d'habitats qui sont dégradés et parfois détruits. Une autre étude a été réalisée pour analyser un peu la fréquentation et l'impact du piétinement qui peut s'exercer au niveau des sites de l'astragale de Marseille.
Au niveau de cette étude, il a été démontré que la fréquentation correspondait à 47% à des Marseillais, Marseillaises. Même il y a une situation au niveau des arrondissements, ce qui prouve que la fréquentation qu'il y a dans le parc national des Calanques au niveau des sites d'Astragal de Marseille se fait par un public très local qui va exercer des activités de loisirs. Et vous avez ici une photo d'Astragal de Marseille qui a été piétinée, surpiétinée on pourrait dire. Si on enchaîne encore les causes, il y a des causes de pollution, alors organiques au niveau des embruns pollués qui reviennent à l'intérieur des terres et qui vont engendrer une nécrose assez importante des individus. On avait soupçonné au départ aussi une pollution des sols inorganiques en ETMM, ça veut dire éléments traces métalliques et métalloïdes, qui peut engendrer aussi une régression de la taille des populations de l'Astragal de Marseille. Et il y a aussi comme cause, vous le voyez ici, ce qu'on code EVEE, ce sont les espèces végétales exotiques envahissantes. Et vous remarquerez sur la petite photo, la petite astragale qui a le même âge que les griffes de sorcière dans un pot expérimental. Ou alors vous remarquerez bien au Mont-Rose, l'astragale de Marseille située ici est entourée d'espèces végétales exotiques envahissantes avec l'oponce et l'agave ici. Alors je spoil un peu le speech de Julien tout à l'heure, mais après contrôle, gestion des espèces végétales exotiques envahissantes, on retrouve ici notre astragale un peu libérée de la compétition que peuvent exercer les EVEE sur les plantes locales menacées comme l'astragale. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette taille des populations qui diminue. Et effectivement, les études ont démontré une régression du nombre d'individus au fil des années, depuis nos premières études en 2006. Et il se trouve que ces populations sont constituées d'individus qui sont plus âgés. Alors l'âge a été estimé à 42 ans, mais bien entendu, on a des individus beaucoup plus âgés que 42 ans. C'est parce qu'on a travaillé sur un individu qui était mort, la seule possibilité pour le dater. Et il y a une quasi-absence de régénération au niveau des populations de l'astragale. Vous voyez ici les photos qui vous illustrent les parties d'astragale qui sont nécrosées, ici, et vous avez une petite ici régénération avec les deux cotylédons et la première vraie feuille au niveau de l'astragale. Ce qui veut dire qu'il y a un renouvellement quasi inexistant au niveau des populations de l'astragale de Marseille, qui ne vient pas forcément de l'effort reproducteur et du succès reproducteur, qui est assez important, mais qui peut peut-être venir de contraintes qu'on ne connaît pas encore au niveau de la germination des graines. Mais il y a aussi ce facteur, je vous ai mis ces photos-là d'un reste de fourmilière, où on voit les fruits qui ont été ouverts et dont les graines ont été consommées par les fourmis. Vous avez ici une Messor barbarus. Et si vous regardez dans le tableau ici, quand on analyse le reste des fourmilières, on voit que l'astragale de Marseille représente une proportion plus importante de fruits qui ont donc été décortiqués, dont les graines ont été prédatées par les fourmis Messor, par rapport à d'autres familles végétales présentes au niveau des restes de la fourmilière. Donc ça doit aussi avoir un impact au niveau de la régénération, plus d'autres facteurs qu'on n'a pas encore maîtrisés pour expliquer pourquoi la régénération elle est quasi inexistante dans les sites péri-marseillais. Toujours dans le pourquoi, on est allé un peu plus loin pour examiner l'effet des pollutions inorganiques dont je vous ai mentionné tout à l'heure. Et il y a des études qui ont été réalisées expérimentalement sur deux sites dont vous connaissez sans doute les noms, l'Escalette et Maronnaise. Au niveau des polluants, vous voyez que l'Escalette possède des polluants plus importants au niveau arsenic, plomb, zinc, antimoine par rapport à la Maronnaise. Mais quand on
fait pousser l'astragale de Marseille, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre Escalette et Marozenaise pour ce qui concerne le nombre de nodules au niveau des racines de l'astragale ou en ce qui concerne le pourcentage de colonisation des mycorhizes. Et tout ça permet d'introduire le fait que l'astragale est une fabacée et que donc au niveau des racines, vous avez des bactéries qui vivent en symbiose. On les appelle les bactéries fixatrices d'azote atmosphérique du sol. Et on reconnaît leur présence grâce aux nodules, aux petites boules qui se situent au niveau des racines de l'astragale de Marseille. Et vous avez ici des illustrations de la colonisation des champignons mycorhiziens arbusculaires et des endophytes septés foncés. Ce qui veut dire que l'astragale de Marseille, elle est dépendante au niveau de ses racines et de sa rhizosphère de l'activité de ces trois symbiotes. On parle de triple symbiose, trois symbiotes au niveau du système racinaire. Et comme on n'a pas de différence entre les stations très polluées et les stations moins polluées, alors nous avons émis l'hypothèse que l'astragale de Marseille était polluotolérante et même pseudo-métallophyte dans le sens où elle se développe aussi bien sur sol pollué que sur sol non pollué. Ce qui pourrait expliquer donc son maintien au niveau de sites encore très pollués autour de Marseille. D'où l'importance dont vous reparlera tout à l'heure Lucie des symbioses racinaires dans la prise en compte de la restauration des populations d'astragales. Si je continue au niveau du comment, on a continué à poursuivre nos études et à trouver les meilleures options pour restaurer les populations d'astragales de Marseille. Alors, il y a eu une expérience qui avait été réalisée avec l'IDUN, le Mire-Piocheux du Parc national des Calanques. On devait être en 2012 à cette époque-là, où on a semé des graines qu'on avait précédemment scarifiées et on les a semées dans les sites naturels que vous reconnaissez, Samena, Calanque des Trous et Cap Croisette, et puis aussi des graines non scarifiées. L'objectif était de savoir si par semis on pouvait restaurer les populations. Toutes les graines scarifiées ont bien germé à plus de 90%. Les graines non scarifiées n'ont pas germé sur le terrain. On avait 1% de germination. Par contre, toutes les graines scarifiées qui ont germé, eh bien, à l'état cotylédon, il y a eu une mortalité à 100% des semis et des premières plantules à l'état cotylédonaire, donc avant les premières feuilles. Il y a un facteur encore donc, qu'on ne contrôle pas et qui agit toujours, comme je vous le disais, au niveau des graines. On n'a pas encore connaissance de ce facteur qui ne permet pas la régénération des populations au travers des graines. Une autre expérience a été réalisée, on était en 2013, toujours avec le Parc national des Calanques, où là on a décidé donc de transplanter des plantules qui étaient de jeune âge, à peu près 4 mois. Et on avait décidé de les laisser dans des godets en bambou dégradables. Seulement, la survie n'a pas été importante parce que les racines n'ont pas pu, les godets ne sont pas biodégradés, et donc les racines n'ont pas pu s'ancrer dans le sol, ce qui a engendré une survie très faible. On a aussi à ce moment-là testé l'effet de l'herbivorie parce que le Parc national des Calanques était intéressé par savoir l'effet des prairies et de l'activité des chasseurs au niveau de la Calanque des Trous. Et donc on avait installé des petites cages pour empêcher les herbivores de venir consommer l'astragale. Aucun impact d'herbivorie avait été noté au niveau de cette expérience. Je vous ai rappelé ici que vous voyez que sur l'ensemble des sites sur lesquels on travaille, où il y a encore des pieds d'astragale, ce sont des sites qui sont très pollués. Et entre les 3 sites, c'est Calanque des Trous qui est le plus pollué au niveau éléments traces métalliques et métalloïdes. On a donc continué nos expériences en serre en 2014 pour voir s'il n'y avait pas un effet important et positif de la microflore du sol, donc au niveau des symbiotes racinaires pour l'astragale. Et donc on a mené une expérience avec 5 traitements. On a fait pousser l'astragale dans du terreau autoclavé, donc aucun organisme ne pouvait y survivre, du terreau normal, et puis faire pousser l'astragale
sur des sols qu'on avait récoltés au niveau des sites naturels où se développe l'astragale. Donc on retrouve nos 3 sites, Cap-Croisette, Calanque des Trous et Saména. Et ensuite, vous avez le développement de l'astragale en serre, et au bout de 5 mois, là, on les a transplantés dans les sites naturels dans lesquels on avait récolté les sols précédemment. C'est ce qui vous est représenté ici, ce qui nous a permis d'avoir des premières informations importantes pour nous sur l'effet des bactéries fixatrices d'azote atmosphérique du sol. Et vous voyez ici sur le graphe que plus il y a de nodules au niveau racinaire, et plus le développement, on parle de biomasse végétale, et plus le développement est important. Donc on pouvait conclure d'un effet positif des bactéries fixatrices d'azote atmosphérique du sol, et puis aussi d'autres symbiotes qui devaient avoir dans le sol. Au niveau survie, vous le voyez, vous avez un abscisse, le temps qui s'écoule, et en ordonnée le pourcentage de survie. Alors après les décrochements que vous pouvez observer après chaque période estivale, eh bien nous avions des taux de survie plus importants jusqu'à l'été 2019 de à peu près 50% au Cap-Croisette, et puis ça avait pas mal chuté à la Calanque des Trous et à Saména. Ça nous a permis quand même à l'été 2019 de voir la première astragale transplantée en fleurs au Cap-Croisette. C'est Julien qui nous a pris en photo ici. Et on voit quand même qu'il y a une tendance au fait que la survie in natura après transplantation est meilleure lorsque l'astragale s'est développée dans les sols naturels, donc qui avaient été récoltés au Calanque des Trous, Cap-Croisette, pardon, Calanque des Trous et Saména, par rapport au terreau autoclavé et au terreau normal. Donc cela nous permettait de savoir qu'on gardait cette information et qu'on allait travailler, ce que vous présentera tout à l'heure Lucie, avec les symbiotes racinaires de manière à augmenter le développement et la survie après transplantation dans les sites naturels. On s'est donc après engagé en 2017 dans le projet LIFE avec tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui. Et on avait encore à résoudre quelques questions pour mener à bien cette transplantation à grande échelle. Il fallait bien donner scientifiquement des réponses aux gestionnaires pour que tout se passe bien. La première question qui pouvait se poser, c'était qu'une fois qu'on avait récolté les graines, est-ce qu'on pouvait les mélanger au sein et entre les populations ? Et pour ça, il a bien fallu qu'on mène des études au niveau des modalités de reproduction et au niveau de la structuration génétique. Il fallait aussi savoir si les sites où on allait transplanter étaient favorables pour la survie de l'astragale après transplantation, et donc il y a une étude de modélisation de la niche écologique. Et enfin, il fallait préciser encore plus l'identité des candidats symbiotes racinaires de manière, vous l'avez compris, à augmenter le développement et la croissance après transplantation des pieds d'astragale de Marseille, des plantules d'astragale de Marseille. Et donc si on commence d'abord par la première question, au niveau des graines, on a mené une étude en 2017 au niveau des modalités de reproduction de l'astragale de Marseille, au niveau de 6 sites que vous avez ici, Saména, Calanque des Trous, Escalette, Cap-Croisette, Marseille-Vert et Frioul. Et donc l'objectif était de savoir comment l'astragale de Marseille se reproduisait de manière sexuée. Donc dans les sites naturels, nous avons réalisé des ensachements. Vous avez une illustration, un détail ici, et ces ensachements correspondaient à 5 traitements différents. On a testé un ensachement où on ne touchait plus rien au niveau de la fleur, ça nous permet de savoir si elle était capable de se reproduire en autopollinisation spontanée, sans qu'il n'y ait de vecteur de pollinisation. On a fait de l'autogamie manuelle, vous avez ici sur un pied la représentation des 5 traitements, où nous-mêmes on a ajouté de l'autopollen, autopollinisation manuelle contrôlée. On a laissé en libre pollinisation, ce qui veut dire qu'ici il n'y a pas de sachet. Et ensuite on a fait des allopollinisations manuelles où on venait déposer les grains de pollen d'individus génétiquement différents, intra-population et puis entre les populations. Voilà à quoi correspondait à peu près à ces 5 traitements, ce qui nous permettait de savoir si oui ou non dans les populations d'astragale de Marseille il y avait de la dépression de consanguinité.
La dépression de consanguinité, c'est quand la performance des individus est réduite en autogamie, en autopollinisation, par rapport à l'allogamie ou l'allopollinisation. Et de la même manière, on voulait savoir s'il existait ou pas de la dépression d'allogamie au niveau des populations d'astragales. La dépression d'allogamie, c'est quand il y a une réduction de la performance des individus lorsque l'on croise des populations différentes par rapport à la performance des individus intra-population. Et donc les résultats sont partiellement exprimés ici. Vous avez en ordonnée le pourcentage de fructification, c'est-à-dire le nombre de fruits produits. Et en abscisse, vous avez l'ensemble des traitements. Ce que nous retenons ici par ce graphe, c'est que AS, c'est pour autogamie spontanée, c'est-à-dire que lorsque nous n'avons pas manipulé la fleur, eh bien, vous voyez que le pourcentage de fructification, de nombre de fruits, est très réduit significativement par rapport à l'ensemble des autres traitements. Libre pollinisation à gauche, autogamie manuelle, allogamie intrapopulation, et vous avez toutes les allogamies croisées entre les populations différentes ici. Ce qui nous a permis de dire que l'astragale de Marseille ne se reproduit pas par autogamie spontanée, et donc elle a aussi une interdépendance, comme au niveau racinaire, avec les agents pollinisateurs ici, pour se reproduire de manière sexuée, et d'avoir donc un succès reproducteur plus important. Du coup, la guilde des agents pollinisateurs a été analysée, et vous le voyez ici dans cette analyse multivariée, on retrouve les différents sites en couleur: Cap-Croisette, Marseille-Vert, Saména, Escalette, Frioul et Calanque-des-Trous. L'étude de la guilde des pollinisateurs nous a permis de voir que les agents pollinisateurs étaient assez similaires pour les trois sites Marseille-Vert, Saména, Escalette. Par contre, on avait la prépondérance d'une espèce au niveau de Cap-Croisette. Ici, c'est Anthophora plumipes qui prédomine le transport des grains de pollen de fleur en fleur au niveau de Cap-Croisette. Ici, vous avez Eucera caspica pour le frioul, et vous avez le bourdon, Bombus terrestris, qui est prépondérant au niveau du site Calanque-des-Trous. Donc il y a une interdépendance importante entre les agents pollinisateurs et l'astragale de Marseille pour se reproduire de manière sexuée, ce qui a été prouvé aussi par une corrélation positive entre le nombre de graines produites par individu et l'abondance des agents pollinisateurs au sein de chaque site qui a été étudié. Du coup, la question était de savoir est-ce qu'il y a de la dépression de consanguinité. Vous avez la représentation ici. En abscisse, vous avez les sites, et la dépression de consanguinité est présente lorsque la performance des individus est réduite en autopollinisation par rapport à l'allopollinisation intrasite. Eh bien, on a pu conclure par rapport à la proximité au niveau de la valeur seuil de dépression de consanguinité de 0,5 que la Calanque-des-Trous présentait une dépression de consanguinité, donc une performance moindre lorsque le bourdon est actif. Et c'est connu par rapport au comportement du bourdon, parce qu'un bourdon, lorsqu'il est sur un pied d'astragale, il va visiter les fleurs les unes après les autres. Donc il réalise de l'autofécondation, de l'autopollinisation. Et ça a engendré seulement à la Calanque-des-Trous une dépression de consanguinité qu'il a fallu prendre en compte ensuite dans la transplantation à grande échelle qu'on a réalisée. Est-ce que oui ou non il y avait de la dépression d'allogamie? Oui. Vous voyez ici que sur l'ensemble des populations testées, Calanque-des-Trous, Cap-Croisette, Calanque-des-Trous, Marseille-Vert et Saména, on a une performance au niveau des paramètres de nombre de fruits, nombre de graines, plus importante en allogamie intrasite par rapport au croisement qu'on a réalisé entre les sites. Par contre, la seule chose qui est significative, c'est quand le site Cap-Croisette est receveur de grains de pollen par rapport à Calanque-des-Trous et à Marseille-Vert au niveau des donneurs de pollen. Ce qui veut dire qu'il y a de la dépression d'allogamie, donc ce n'est pas favorable de croiser les populations entre elles au niveau des populations d'astragales de Marseille, et donc vous allez le voir, on en a tenu compte dans la translocation à grande échelle. L'étude de structuration génétique a été réalisée sur des marqueurs moléculaires, ISSR, pour cette étude, a démontré qu'il y avait un brassage génétique important, ce qui veut dire qu'il y avait bien de la reproduction sexuée qui se réalisait
dans les populations d'astragales de Marseille. Et donc, il y avait une diversité génétique importante au sein de chaque site, ce qui est déjà un point positif. Et au niveau de la structuration génétique entre les populations, eh bien, on voit qu'il y a une faible différenciation génétique entre les populations, de l'ordre de 11%, et que la majorité de la diversité génétique est présente à l'intérieur de chaque population pour un pourcentage de 89%. On en a tenu compte aussi, vous le verrez tout de suite après. Au niveau des relations entre les sites, ça nous a permis de différencier 3 groupes au niveau des sites. Donc Mayres qui est génétiquement plus proche de l'Escalette, le site Mounine génétiquement plus proche de Marseille-Vert, et puis un 3e groupe un peu plus important qui se différencie des 2 autres et où il y a une similarité génétique un peu plus importante entre ces sites. Du coup, on avait tous les éléments nécessaires pour répondre à la question: est-ce qu'il faut mélanger les graines au sein et entre les populations? On a donc fait un choix de gestion de collecter les graines sur des individus au sein de chaque site, les individus étant distants d'au moins de 5 mètres. On a mélangé les graines au sein de chaque site et on les a mis en culture et transplanté les plantules en respectant les sites, pour les sites de renforcement. Donc il n'y a pas eu de mélange de graines entre les sites pour les sites de renforcement, sauf, vous vous rappelez, pour la calanque des trous, qui a une dépression de consanguinité importante. Et donc, de manière à augmenter la diversité génétique et aider la performance des individus, on a mélangé des graines de 2 autres populations du même groupe génétique auquel appartient la calanque des trous, de manière à augmenter un peu la diversité génétique et faire diminuer la dépression de consanguinité. Par contre, au niveau des sites de réintroduction dont je vais vous parler prochainement, on a décidé de mélanger les graines des différents sites actuels dans lesquels on a récolté les graines, de manière à augmenter la diversité génétique dans ces nouveaux sites où l'astragale n'était pas présente au moment de la transplantation. Et donc, en petit 2, pour répondre à la question quels sont les sites les plus favorables pour mener à bien cette translocation, une étude a été réalisée pour modéliser et cartographier les habitats favorables, basée sur 3 paramètres. Vous les avez ici: l'altitude de la pente et l'orientation de la pente, et basée aussi sur 2000 occurrences actuelles en 2019 d'astragales de Marseille. Ce qui a permis de déterminer, vous les avez en encadré rouge, ici, des sites favorables. Ils correspondent aux sites à 5 à 20 mètres d'altitude sur des pentes inférieures à 100% et le plus souvent orientés à l'ouest. Et donc en rouge, vous avez les sites les plus favorables que la modélisation a permis de cartographier sur cette illustration. Au final, manuellement, il a été retenu 11 zones au niveau des carrés rouges, et l'étude est allée plus loin, c'est-à-dire que parmi ces 11 zones, on en a retenu un certain nombre. Parmi les 11 zones, il y en avait 5 sites qui correspondaient là où l'astragale de Marseille est actuellement présente, donc ça nous a confirmé les sites de renforcement qu'on avait choisis. Et parmi les 6 autres sites qui restaient, eh bien, l'astragale était absente. Donc je parle plus à l'est. Vous les avez, les sites en point bleu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc là, il a fallu faire un choix parmi ces 6 sites, lesquels étaient les plus après accessibles. Et donc de ces 6 sites après visite de terrain, avec le CBN-Med et le Parc national des Calanques, il a été retenu 2 sites à l'ouest, qui a permis dont l'objectif était de permettre de réduire la fragmentation des populations d'astragales entre là où elle était déjà présente et là où elle était absente, et puis 2 sites plus à l'est, de manière à augmenter la répartition géographique de l'astragale de Marseille. Ce qui nous a conforté, c'est qu'après une analyse multivariée, peu importe le nom, c'est que vous avez en point bleu ici l'absence d'astragales. Ces points correspondent à des variables habitat qui sont positionnés ici. On retrouve l'altitude, l'exposition, etc. Les points rouges correspondent à la présence actuelle avant translocation de l'astragale. Et on voit que les 4 sites
choisis pour la réintroduction, les points verts se situent parmi les points rouges, donc là où l'astragale se développe actuellement, ce qui apporte un point positif dans le choix des 4 sites qui ont été choisis. Et donc ces 4 sites, vous les avez ici, Sémaphore, Mounine, Batterie, Marseille-Vert et Quérance, 4 sites où l'astragale de Marseille a été réintroduite, en supposant qu'elle avait une répartition plus importante historiquement. On a aussi réalisé la cartographie de la pollution superficielle des sols, et vous l'avez ici, vous reconnaissez les différents sites. Là, c'est un index synthétique d'une charge polluante basé sur l'arsenic, le cuivre, le plomb, le zinc et l'antimoine. On voit bien là où l'urbanisation est importante que les sites sont très pollués et beaucoup moins pollués pour les 4 sites où on a choisi de réintroduire l'astragale de Marseille. Les concentrations n'étaient pas plus importantes que les expériences qu'on a réalisées où on a prouvé que l'astragale de Marseille se développait aussi bien sur sol pollué que sur sol non pollué. Donc, on a pu confirmer notre choix de gestion qui correspond donc à renforcer 8 sites où l'astragale de Marseille était présente et constituer 4 sites de réintroduction. Les sites de renforcement sont en orange avec le code R, et les sites de réintroduction, Sémaphore, Mounine, Marseille-Vert et Quérance, vous les retrouvez ici, pour mettre en place la translocation à grande échelle. Il restait juste Lucie à élucider et à connaître l'identité des symbiotes racinaires. Merci. Alors, comme l'a expliqué Laurence, en fait, on a montré dans la première expérience qu'il était meilleur pour la croissance des astragales de rapporter les symbiotes. Et la première expérience, on avait pris du sol sur le terrain, qu'on avait mis en toute petite partie dans du terreau, c'était suffisant pour amener les symbiotes pour la plante. Vous imaginez que pour le faire pour 5000 plantes, c'est pas possible. Donc le but était d'enrichir, d'isoler ces symbiotes et ensuite de les enrichir, de les cultiver au laboratoire et de les réinoculer. Alors un petit aparté sur en quoi c'est important. Donc là je me suis focalisée sur les bactéries dont parlait Laurence. Donc les bactéries fixatrices d'azote. Vous connaissez tous, pour faire pousser les plantes, c'est bien de leur ajouter de l'engrais, NPK. Et bien ces bactéries vont leur apporter de l'azote, N. Donc comme elle disait, dans les nodules, vous avez ces bactéries qui vont se multiplier. Et en fait, elles vont utiliser l'azote de l'air et le transférer aux plantes sous forme d'acides aminés. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les légumes secs, les petits pois, les lentilles, sont très riches en protéines. C'est grâce à cette symbiose avec les bactéries. Il y a aussi les champignons qui, eux, vont apporter plutôt l'azote et les autres et de l'eau. Mais là, c'est un peu plus compliqué pour les multiplier en laboratoire. Donc pour l'instant, c'était vraiment focalisé sur ces bactéries. Déjà, est-ce que ça aide à la croissance de l'astragale? Donc toujours en repartant de cette première expérience, j'avais récupéré quelques astragales avant que Laurence les plante sur le terrain, là, quand elle en a juste testé 3 sites en 2013. Et donc on a récupéré ces plantes et ici vous voyez, on devine des petites boules, les nodules au niveau des racines. En laboratoire, on a isolé ces nodules, on les a nettoyés, on les écrase, je simplifie énormément, hein, et ensuite on les met sur boîte de pétri et avec beaucoup de patience, on finit par avoir les bactéries qui étaient dans les nodules qui poussent. S'en suivent tout un tas d'analyses génétiques. Grâce à leur ADN, on peut les identifier. Et donc, je sais que son nom, c'est Mesorhizobium. Il y a plusieurs espèces, il y a une diversité quand même. J'en ai isolé à peu près une 50aine, un peu différentes les unes des autres. Et le principe après, c'était d'en sélectionner quelques-unes qui représentent cette diversité de bactéries et de les inoculer une par une ou en mélange, toujours en laboratoire, pour vérifier que ça stimule bien la croissance des astragales. Donc là, on est en 2018, hein, toujours pareil, au début du live. Et là, ce que vous voyez ici, j'ai un peu zoomé, le témoin qui n'a pas été inoculé, il vivote, il pousse, mais bon, pas très bien. C'est ce que vous voyez ici dans la courbe noire, tout en bas. Ici, cette courbe représente le nombre de feuilles. C'est un proxy pour voir un peu. Et après, on a mesuré la biomasse pour vérifier la taille des plantes, si vous voulez.
Dès qu'on rajoute la bactérie, vous voyez que les plantes sont juste à peu près 5 à 10 fois plus grosses que le témoin. Donc ça confirme bien l'importance de ces bactéries pour la croissance des astragales, avec une efficacité qui est plus ou moins bonne, mais en général, elle est globalement très bien. Et après, donc, j'avais sélectionné les plus efficaces de ces bactéries pour faire un mélange. Et c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller inoculer ce mélange de bactéries sur les 8000 pots qu'on a mis en serre. Et d'ailleurs, c'est Thierry qui va venir vous expliquer maintenant la partie industrielle de la production des astragales, où on a mis plus de 8000 pots en culture. Bonjour, merci. Alors, la ville de Marseille possède une pépinière municipale qui est située sur la commune d'Aubagne et qui a pour objectif de produire des végétaux qui seront destinés à être implantés dans les parcs et jardins de la ville, mais également dans les jardinières qu'on peut trouver en centre-ville. L'objectif étant de recréer des rues-jardins et de favoriser le retour de la nature en ville. Donc, dans le cadre du LIFE, on a mis à disposition notre outil de travail et notre expertise en matière de production végétale pour mener à bien ce projet. L'opération s'est déroulée en 3 temps. Un premier temps de décortication des graines, un second temps de semis en serre et un troisième temps d'endurcissement en extérieur. Le tout étant fait en situation contrôlée avec nos collègues et partenaires que je tiens à remercier et d'ailleurs l'ensemble des parties prenantes parce qu'on a une collaboration et une coopération qui a été très fructueuse dans ce cas, dans cet objectif commun de translocation. Donc le premier travail, on a récupéré, les agents du Parc national des Calanques nous ont transmis des gousses et il a fallu les ouvrir et sortir les graines. Donc 8000 graines, donc c'est des graines qui sont très petites, qui font 1 mm en forme de haricot. Et donc c'était un travail minutieux parce que c'est pas évident pour nous qui avons l'habitude de faire des boutures, de travailler sur un végétal qui est beaucoup plus gros. Donc c'est un travail qui était nouveau, expérimental et qui nous a permis de monter en compétence, voir un petit peu comment on triait. Suite à ça, on a retourné toutes les graines chez nos collègues qui ont procédé au levé de dormance, comme on a dit, en termes de scarification et de stratification. Et dans le même temps, on a procédé à la constitution du mélange de cultures à base de fibres de coco et de perlite. On voit dans la diapo en haut à gauche le remplissage des petites alvéoles. Et on avait plus de 270 plaques de distanciation dans lesquelles il y avait toutes ces alvéoles. Dans la partie supérieure était autoclavée. On a vu que pour éviter de contrarier l'effet de l'inoculum. Alors on voit en haut à droite, ça vous donne l'échelle. On voit la taille par rapport à la pince à épiler. En bas, voilà, à gauche, donc le semis qui se fait 1 graine par pot. Et puis l'inoculation qui se fait. La situation contrôlée, qui nous a été indiquée par nos partenaires, on a procédé à l'arrosage un jour avant le semis, ainsi que le lendemain. Et ensuite, il y a eu un travail de suivi au niveau de l'arrosage qui s'est fait 2 à 3 fois par semaine, sous forme de brumisation, pour éviter une verse du terreau et puis des graines si on avait arrosé par exemple à l'aide d'un tuyau. On peut passer peut-être la diapo suivante. Voilà la flèche. Donc voilà le résultat. 15 jours après les premiers semis, on a eu la joie de voir les plantules sortir. Alors vous avez une vision de la serre. J'ai davantage envie de parler de maternité plutôt que de serre. Parce que notre chef de culture, quand il en parle, il dit on a fait naître des plantes. Je crois qu'on avait conscience de l'enjeu, comme ils l'ont exprimé, de sauvegarde démographique, j'allais dire, de participer à cette sauvegarde démographique de l'astragale. Et voilà, c'était très, très profitable. On retrouve donc, grâce aux étiquettes de couleur, la région de prélèvement des différents sites pour éviter, comme on l'a indiqué, de les mélanger. Second paramètre, c'était la température.
Les études en laboratoire ont montré qu'il fallait 10 degrés pendant 12 heures, 20 degrés pendant 12 heures, c'était l'optimum de germination qu'on a respecté, qu'on a essayé de respecter. On a joué sur la ventilation, sur l'aération, sur les ombrières. Parce que quand on est en milieu fermé, il y a toujours des risques de pullulation de ravageurs. On n'est pas à l'abri de pucerons, on n'est pas à l'abri de maladies cryptogamiques. Donc voilà, ça a été l'objet d'un suivi quotidien très intense. On s'est posé la question au mois de juin de savoir si on les sortait ou si on les conservait. Et finalement, la décision a été prise de les conserver tout l'été. Parce que c'est quand même un milieu protégé. Et bon, voilà. On peut passer à la photo suivante. Donc là, on est à la fin de l'été où on va procéder au transfert. Donc vous voyez les plaques de distanciation, un transfert en extérieur pour l'endurcissement. On retrouve les mêmes conditions d'arrosage avec le brumisateur, possibilité d'ombrer aussi les plantes, et on avait mis un paillage aussi pour éviter les risques que des escargots ou des limaces viennent un peu nous grignoter nos plantes. Voilà, et puis au final, ensuite, on les a transférés sur différents sites. Je crois que c'est bon pour ces diapos. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, précision, en fait, l'objectif du live, c'était de planter 300 astragales sur chacun des 12 sites, ce qui veut dire 3600 plantes. Et donc, pourquoi on en a planté 8000 ? Puisqu'on a tenu compte du fait que toutes les graines n'allaient pas germer. Et même nous, on s'est fait avoir quand même. Il y en a qui ont mis 1 an à germer. Donc, c'est une plante sauvage, ça ne pousse pas comme on veut, malgré la scarification. On a aussi tenu compte du fait que peut-être pendant l'été, comme il fait très très chaud, même avec toutes les précautions qui ont été prises dans la serre, on risquait d'avoir quelques mortalités. Donc on a préféré prévoir un peu plus large. Et même avec toutes ces précautions, donc là, il faut bien se dire aussi que c'est un travail énorme pour tous les jardiniers de préparer ces 8000 pots, après de planter et tout, et aussi un travail énorme de suivi. Donc vous imaginez que là, toutes les plantes, là, eh bien, au départ, tous les 15 jours, on venait, surtout l'ingénieur qui était responsable de ça, on lui donnait un coup de main, fallait regarder tous les pots un par un, ça germe pas, ça pousse, etc. Donc c'est un gros travail. Et le résultat de la germination, pendant 7 mois, ça a donné ça. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez qu'en moyenne, c'est pas mal du tout, on a à peu près 50% des plantes qui ont germé, même un peu plus, 53%. Certaines avec un très bon taux de germination, Calanque des Trous et Cap Croisette, on avait l'habitude de cela, donc c'était bien. Mais on a eu des mauvaises surprises avec certaines populations, en particulier à la Marronnaise, où on avait à peine 37% des graines qui ont germé. Et vous voyez que certaines ont mis quasiment 5 mois avant de stabiliser leur germination. Donc ça a été un petit peu long. Et comme je vous disais, c'était aussi un énorme travail à la fin pour aller trier les plantes qui étaient transplantables sur le terrain. Il fallait qu'elles soient suffisamment grandes. Donc parmi ces 8000 pots, il a fallu refaire le tri de toutes les plantes qui allaient aller dans chaque site, remettre des étiquettes pour les renommer. Donc ça aussi, ça a été beaucoup de travail. Et surtout, c'est ce que je voulais aussi préciser, c'est pas parce qu'on a 53% de germination qu'on a gagné. Si on a une petite plantouille comme ça qui vient juste de germer, on ne pourra pas la transplanter, elle va mourir une fois qu'on l'aura mise sur le terrain. Donc il a fallu tenir compte aussi de leur croissance. Et au final, en ne gardant que les plantes qui avaient suffisamment de feuilles, donc en minimum 5 feuilles, donc assez costaud pour résister à la transplantation, eh bien quand on a fait les comptes, à part 2 populations, la plupart n'avaient pas les 300 plantes escomptées. Ce qui veut dire qu'en fait, on a dû tout recommencer l'année d'après. On a ressemé tout ce qui nous manquait pour aller enfin atteindre nos objectifs des 3600 plantes. Donc ça a été vraiment une campagne de longue haleine. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, ça a été fait sur 2 ans. Ensuite, il a fallu emmener toutes ces plantes sur le terrain. Donc ça a été une campagne, pareil, assez complexe, à faire 2 fois, en 2019 et 2020. Donc on a attendu fin novembre qu'il y ait enfin des pluies pour que le sol soit un peu humide, pour avoir une meilleure chance de survie. Et le design est schématisé ici. Pour les 300 plantes, en fait, on en a planté à peu près la moitié dans ce qu'on appelle des placettes.
c'est-à-dire des rectangles, où on plante 24 plantes par rectangle, fois 6 rectangles. Et ces placettes-là, c'est celles qu'on suivra très régulièrement au niveau scientifique pour aller vérifier la survie. Donc la première année, 4 fois par an, à chaque saison, et les années suivantes, 2 fois par an, au printemps et à l'automne, pour vérifier vraiment très précisément les taux de survie dans chacun des sites. Parce que vous imaginez que 3600 plantes, on ne pourra pas toutes les suivre, c'est trop compliqué. Les autres plantes, on les a plantées en ligne, on appelle ça des transects. Donc là, en fait, on tend un ruban, un décamètre, et il va falloir ensuite planter de chaque côté du ruban et pour bien noter sur un papier la distance du ruban, etc., pour aller retrouver ensuite nos plantes sur ces transects. Ceux-ci sont suivis également, bien sûr, mais beaucoup moins fréquemment que dans les placettes. En parallèle, notre question aussi est de savoir... on s'attend à avoir certainement des différences de taux de survie en fonction des sites. La question est, qu'est-ce qui explique ces taux de survie? Donc tout un tas d'autres paramètres ont été pris en compte. Le sol, on n'a pas forcément le même sol en fonction de l'endroit où on est dans les calanques. Il peut être plus ou moins argileux, limoneux, il peut être plus ou moins riche en azote, phosphore, potassium, etc. En éléments traces métalliques et métalloïdes. Donc tous ces paramètres ont aussi été mesurés pour chacune des placettes. Donc 6 placettes fois 12 sites. Vous voyez, une fois de plus, c'est beaucoup de travail. La campagne de plantation a mobilisé en cumulé à peu près 3 semaines, si on compte les 2 années, à peu près 10 personnes par jour. Donc c'est pour ça que je vous dis, une fois de plus, c'est quand même industriel. Donc il y a des sites très éloignés, comme par exemple au Queyron, Mounine, où il a fallu carrément y aller en bateau, parce que vous imaginez qu'on ne peut pas randonner 1 heure en portant des plaques de plantes sous le bras, c'est compliqué. Et même le bateau, ça a été un peu compliqué, il fallait avoir une bonne mer. Donc il a fallu emmener toutes ces plantes qui ont été préalablement triées sur le terrain, bien étiquetées pour surtout pas se tromper dans les plantations. Et ensuite, vous voyez le travail, c'est vraiment un travail de forçat, aux pioches. On a fait des trous. Il y a ceux qui faisaient les trous, ceux qui plantaient et ceux qui référençaient sur des papiers toutes les plantes en fonction des noms qui sont dans les placettes, dans les transects, pour qu'on puisse ensuite les retrouver. Et c'est là qu'on avait mis les fameuses étiquettes jaunes pour retrouver le nom de chaque plante associée aux plantations. Donc au final, si on fait le bilan, entre 2019 et 2020, on voulait planter 3600 plantes. Comme on avait un peu de marge quand même pour être sûr d'avoir vraiment ces 3600 plantes, on en a planté un petit peu plus. Et du coup, quand on fait le total, donc on a bien nos 3600 plantes, un chouïa plus, et en fait, au final, à la fin, il nous restait quand même encore quelques plantes dans les serres. Et donc, eh bien, on s'est dit que c'était l'occasion d'en profiter pour planter en plus ce qu'on appelle du coup des transects surnuméraires, qui ont été plantés entre les différents sites pour améliorer encore la continuité entre ces différentes populations. Et si on fait le bilan, eh bien, on a planté en tout 4532 pieds. Ça veut dire qu'on a quasiment doublé l'effectif présent naturellement dans le parc des Calanques. Donc on est quand même très content de nous, c'est énorme. En ce qui concerne le suivi, donc je vous ai dit 4 fois par an au départ, puis 2 fois par an, il fallait retourner sur le terrain, en particulier pour les placettes, et rechercher nos petites plantes. Pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, donc ici c'est un transect, on reconnaît Lorraine Keller là qui est en train de le faire. Donc quand on vous dit on va suivre la survie, il faut bien vous imaginer que dans la vraie vie, ça veut dire on est à 4 pattes par terre, à fouiller dans les cailloux pour essayer de retrouver la plante. Parce que ici, regardez, le tas de cailloux, elle est là. Des fois, il faut soulever un peu. Donc, c'est assez pénible pour être tout à fait honnête. Ça casse un peu le dos. Mais ça nous a permis, comme ça, à chaque fois, de revérifier qu'elles sont bien là. Et comme c'est une plante qui ne pousse pas très très vite, il faut être patient pour après la retrouver. Sachant qu'en plus, en été, elle perd ses folioles pour résister à la sécheresse. Donc, des fois, on cherche juste 3 épines en automne qui sont perdues dans les cailloux. Mais grâce aux petites étiquettes et à nos plans qui sont très précis, on les a toutes retrouvées. Et on a ensuite fait les bilans des survies sur le terrain. Donc qu'est-ce que ça donne pour nos 12 sites? C'est un peu ce que vous a montré Laurence tout à l'heure. Donc là, vous remarquez tout de suite qu'il y a un petit problème avec les scalettes. C'est parce que lui aussi, on a eu un problème avec les graines, donc ça a été planté en 2020. Mais sinon, qu'est-ce qu'on observe? Donc là, on a planté en automne 2019. Au début, ça ne se maintient pas trop mal, et à chaque fois, vous voyez que l'été, c'est le filtre qui va ne conserver que celles qui ont réussi à avoir des bonnes racines qui vont aller rechercher l'eau dans le sol.
Donc la première hécatombe, c'est en général le premier été, même si on leur a laissé tout l'automne pour essayer de chercher un peu, pour étendre leurs racines. Et très très vite, on voit une très grande différence de survie en fonction des sites. Les étés suivants, ça continue un peu, mais c'est un peu moins violent. Celles qui ont réussi à survivre, généralement, survivent relativement bien. Donc ça se stabilise quand même. Et au final, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, en moyenne, on a 30 à 40% de survie, ce qui est plutôt bien. On a des sites vraiment très bons, comme par exemple ici, Kéron ou Mounine, où on est à 70% de survie au bout de 3 ans. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Et puis certains qui sont très mauvais, malheureusement, où la survie a été très très mauvaise, en particulier la batterie de Marseille-Vert, mais il y a aussi l'Escalette, Montrose et Marseille-Vert. Donc si on regarde en 2022, en regardant un petit peu la variance de ces taux de survie, ça va donner ça. Donc on revoit qu'on a effectivement 2 sites qui se détachent bien des autres, qui sont significativement différents, c'est Mounine et Kéron. En bleu, j'ai mis tous les sites d'introduction. Donc on voit que finalement, le travail de niche écologique fait par Alex Baumel est très bien, puisque les sites qu'il a désignés comme étant potentiellement très intéressants le sont effectivement, ça a bien survécu là-bas. Un site qui est un petit peu particulier, la batterie de Marseille-Vert, où là, c'était honnêtement la catastrophe. Mais je dois dire en aparté qu'en fait, c'était un petit peu un pari qu'on s'était fait avec Lidwine Lemire-Pêcheux, qui s'était dit, batterie, on va tenter. Si on s'éloigne de la mer, est-ce qu'on arrivera... Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on aura ou pas un meilleur taux de survie? Bon, on a la réponse, elle n'aime pas du tout. Les autres sites sont plutôt pas mal, entre 30 et 40%, et on a certains quand même qui restent encore assez bas au niveau du taux de survie qu'on attendait. Si je fais le bilan, donc c'est ce que je vous disais, en global, on a quand même une meilleure survie dans les sites d'introduction par rapport aux sites de renforcement. Et ça, quand même, ça pose aussi question, pourquoi ça survit moins bien en général en renforcement qu'en introduction. Et même de toute façon, sur les 12 sites, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui explique que ça survive beaucoup mieux à Mounine ou Kéron par rapport à l'Escalette ou à la batterie de Marseille-Vert. Donc c'est là qu'on a pris en compte, ce que je vous disais, tous les facteurs environnementaux. Est-ce que c'est l'exposition, la distance à la mer, le type de sol, la composition en éléments nutritifs, etc. Donc on a fait ces analyses et ça donne ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce graphique un peu compliqué. En gros, chaque groupe, c'est un site. Donc vous retrouvez les 12 sites dont je vous parlais. Et on va essayer de corréler la survie, qui est la flèche rouge, par rapport aux paramètres qu'on a mesurés. Si on a une flèche qui est du même type que la survie, ça veut dire que la corrélation est positive. Donc ici, on va avoir une survie qui est bien meilleure quand on a des rochers, par exemple. Si on est à l'inverse, il y a une corrélation négative. Plus je suis loin du bord de mer, moins je survis. Et c'est ce qu'on retrouve en fait. Les meilleurs taux de survie, c'est Mounine et Kéron, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et qu'est-ce qui caractérise au niveau environnemental ces 2 sites par rapport à la survie? Eh bien, c'est tout simplement qu'ils sont, comme vous l'expliquez, proches de la mer. Et en fait, elles préfèrent les sites pauvres, les sites rocheux. Et c'est là qu'on aura les meilleurs taux de survie. Donc ça confirme aussi ce qu'avait présenté Laurence tout à l'heure, elle est plutôt en bord de mer, sur les rochers. Pourquoi ça survit très mal à Montrose, par exemple? Je vais vous donner un exemple. Eh bien, regardez ici, on trouve couverture herbacée, phosphore, azote. Eh bien oui, quand on est à Montrose, en fait, il y a énormément de compétition avec des petites herbacées. Là, vous devinez à peine les 3 petites feuilles de l'astragale qui se bat pour réussir à se faire sa place au milieu des autres plantes. Elle n'aime pas du tout la compétition. Les autres plantes vont pousser plus vite, et quand on a un sol riche en engrais, azote, phosphore en particulier, eh bien, la couverture végétale va complètement l'empêcher de pousser. Et donc, en fait, comme ça, on a tout un tas d'autres paramètres qui ont été testés. Et par exemple, pourquoi ça survit moins bien dans les 3 autres sites? Là, c'est un peu un mélange de plusieurs choses. Elle n'aime pas non plus être loin de la mer. Elle n'aime pas non plus le type de sol quand il est trop riche en sable fin, en potassium, quand il y a trop d'argile, etc. Donc il y a vraiment un peu tous ces facteurs qui vont être importants. Et donc du coup, on est quand même bien satisfait parce qu'on a enfin un peu une idée de... Ça donnera plus après d'idées pour le type d'endroit où il faut planter nos astragales si on veut continuer à renforcer. Donc là, l'histoire se finit pour le life, mais ce n'est pas fini pour autant pour nous. On a en presse ce qu'on appelle l'afterlife. Donc pendant plusieurs années, on va continuer à suivre cette petite plante. Et il n'y a pas que la question de la survie. Quand on suit sur le terrain, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Ok, elles survivent.
Là, j'ai 3 feuilles que j'ai dû entourer, sinon vous ne les voyez pas. Mais des fois, elles font 3 cm, et celle d'à côté fait 20 cm de diamètre. Donc c'est bien de survivre, mais on est d'accord qu'il faut aussi qu'elles poussent. Donc c'est la question suivante. Pourquoi, dans certains endroits, ça pousse mieux que d'autres? Et on a évidemment plus de chances que celle-ci survive à long terme par rapport à la petite plantouille qui, à chaque fois, a du mal à vivoter. La deuxième question, elles survivent, elles poussent, mais est-ce qu'elles se reproduisent? Puisque le but à terme, c'est quand même de pérenniser les populations, et donc ça s'assurera aussi par, de nouveau, la production de gousses et de graines. Même si on n'en est pas encore à... On n'a toujours pas compris qu'est-ce qui va faire que les plantules survivent, mais au moins que ça continue à se reproduire, puisque la population est vieillissante. Et bien là, on a eu l'énorme surprise, cette année, au printemps, de voir que parmi les plantes qu'on a plantées, donc il y avait à peine 2 ans, on avait déjà certaines d'entre elles qui avaient fait des fleurs et des gousses. Donc là, pour nous, c'est vraiment un succès. Et la question à terme, c'est maintenant de suivre aussi, parmi toutes celles qu'on a plantées, lesquelles fleurissent et font des gousses. Et là, on sera quand même, on aura une meilleure proxy. Donc, tout ce que vous a présenté Laurence depuis 10 ans de travaux, vous imaginez que ce n'a pas concerné que nous. Il y a eu énormément de personnes impliquées. Donc, je tiens à remercier les très très nombreuses personnes qui ont collaboré au niveau d'Aix-Marseille Université, l'IMBE, mais aussi d'autres laboratoires, LPED. Toutes les petites mains, tous les stagiaires qui ont aussi travaillé pour nous aider à faire tous ces travaux. La collaboration avec le lycée des Calanques pour les premiers essais de plantation. Et tous nos partenaires qui ont été impliqués. Merci pour votre attention. Merci Laurence, Lucie et Thierry. Pendant que vous vous installez pour la table ronde, là-bas, je vais vous passer un petit film sur les campagnes de restauration, de plantation d'astragales de Marseille. Donc si Alex, Antonin, Daniel et Julien veulent bien aller rejoindre Lucie pendant le film. Ce qui vous permet aussi de préparer vos questions un peu plus techniques. Vous pourrez... On va essayer de marquer les plantes protégées par des étiquettes comme ça. Chaque individu correspond à une plante mère. Donc on sait sur quel individu la graine a été récoltée sur le terrain. Et on sait grâce à ce code-là sur quelle population il va être planté, donc de manière à savoir quel est le taux d'efficacité de reproduction de ces individus-là. Ici on est sur une station de réintroduction. Il n'y a pas d'astragale à l'heure actuelle. On sait que c'est dans l'aire de répartition de l'astragale historique, que le milieu correspond au milieu de l'espèce, donc on est dans sa niche écologique. Par contre, elle n'est plus présente, et donc on va vraiment la réintroduire dans cet espace-là. Il faut replanter parce qu'il y a eu trop de piétinements, donc il faut limiter aussi les piétinements, replanter de l'astragale pour qu'elle puisse recréer des îlots de régénération. Donc ils sont plantés sur 25 mètres de part et d'autre pour arriver à retrouver les individus et les suivre. Tout est géoréférencé, donc avec GPS. Du coup, on pourra suivre vraiment ces plantes, voir leur évolution, quantifier les mortalités. C'est accompagné par le Conservatoire botanique national méditerranéen. Et donc, on a vraiment ce suivi scientifique de ces espèces-là, de façon à améliorer éventuellement nos futures campagnes de plantation. Je les ai vus naître au sein de la pépinière. On s'en est occupé jusqu'à leur plantation sur les sites. La division production horticole a été missionnée pour produire un certain nombre de pieds d'astragales destinés à être replantés sur site. En sachant que nous avons eu un protocole de culture qui nous a été remis notamment par l'univers. Encore merci à la ville de Marseille pour ces films documentaires sur le projet. Donc je laisse la parole au débat et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut commencer déjà par des questions peut-être plus techniques par rapport aux informations qu'on vous a données. Dans le public, si vous avez des questions un peu plus détaillées, techniques sur la biographie de l'astragale de Marseille jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi j'ai une question sur les pollinisateurs.
Ouais, j'avais une question sur les pollinisateurs. Vous avez présenté les pollinisateurs qui étaient de type bourdon, donc qui font des trous dans le sol, qui se reproduisent dans des nids dans le sol. Est-ce que le piétinement, au-delà d'avoir un impact sur l'astragale, ne peut pas avoir aussi un impact sur les pollinisateurs directement? Absolument. En posant la question, je pense que vous aviez déjà la réponse. Donc, absolument, le piétinement peut boucher les trous et donc avoir un accès réduit à leur nid dans le sol. Et l'autre question, moi j'étais étonnée parce que en fait ils sont tolérants eux aussi aux métaux lourds, alors que souvent les bourdons, tout ce qui est guêpes, abeilles, elles sont plutôt sensibles. Et donc c'est pour ça que j'étais étonnée en fait. Est-ce qu'il y a aussi une adaptation spécifique de ce type d'insectes? Là, je n'aurais pas la réponse à vous fournir au niveau des insectes. En ce qui concerne les métaux lourds, ce qui est intéressant par rapport à l'astragale, c'est que par rapport au symbiote racinaire qu'elle a, ça lui permet de phytostabiliser les éléments traces métalliques et métalloïdes dans la rhizosphère. Donc ça veut dire qu'il y a moins de ces éléments, de ces contaminants qui se retrouvent au niveau du ruissellement et au niveau de l'atmosphère. Est-ce que ça peut jouer sur le fait que les abeilles solitaires peuvent être moins impactées par ces polluants parce qu'ils sont moins disséminés dans l'atmosphère? Je ne peux pas l'affirmer. Par contre, peut-être préciser que quand on vous parle de sol pollué, c'est extrêmement hétérogène. Il y aura des endroits très pollués et à côté beaucoup moins, donc peut-être aussi que ça peut jouer sur la survie des bourdons. Il y aurait d'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour Laurence et toute l'équipe. Petite remarque d'abord, c'est que ce que vous montrez aujourd'hui, c'est quelque chose un point sur lequel on devrait parler beaucoup plus pour la flore, c'est les interdépendances écologiques. C'est quelque chose de crucial pour la conservation de la nature, mais ce n'est pas une thématique qui porte très haut. Donc vous montrez un très bon exemple de l'importance de ces interdépendances écologiques et d'avoir une bonne connaissance de ces interactions. J'ai quand même une petite question sur la présence conjointe d'une dépression d'autogamie et une dépression d'allogamie. Comment vous expliquez cette présence conjointe? Et aussi, j'ai eu du mal à suivre exactement sur quels paramètres vous avez mesuré pour dire qu'il y a cette dépression d'autogamie et d'allogamie. Pour la dépression de consanguinité, on a fait ce que j'ai fait classiquement pendant la thèse et tu le sais, donc c'est les paramètres du pourcentage de fruits formés et le nombre de graines et la moyenne des graines produites par individu pour calculer l'indice de dépression de consanguinité qu'on a pu expliquer par le comportement du bourdon qui vraiment visite proportionnellement beaucoup plus de fleurs sur un même pied qu'entre des pieds différents au sein de la même population. Donc ça permet d'expliquer la dépression de consanguinité. Pour la dépression d'allogamie, on a aussi fait des croisements dans les sites avec des donneurs de pollen de sites différents pour les croisements intersites. Et on a aussi mesuré ces paramètres au niveau de la production de fruits et de la production de graines. On n'a pas mesuré au niveau de la descendance. On n'est pas allé jusque-là pour la dépression d'allogamie. Je pense qu'il faut rester un peu prudent sur la présence de ces deux phénomènes avant d'avoir les données sur les vraies descendances. Vous allez les planter, je suppose, ou vous les avez plantés et vous allez les suivre. Ça n'a pas été fait. C'est là où on aura vraiment l'information pour le dire. J'entends bien. Sinon, bravo. Hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions plus détaillées, techniques? Oui. Bon, tout d'abord, je tenais à vous dire, je suis épaté par le souci du détail dans cette action menée pour la préservation de l'astragale, où on imagine... D'un regard extérieur, on n'imagine pas justement
la précision, tout simplement le détail approfondi qui nécessite qui aide à la qualité de cette démarche. Par contre, en termes de communication au grand public, je me demandais comment on allait pouvoir faire passer ça, parce que je pense que ça a un impact, et je me demandais si sur le terrain, autour des zones de réimplantation de l'astragale, on a évoqué hier le souci que l'on a à faire respecter les zones de plantation, en tout cas à éviter le piétinement, et à faire respecter les systèmes de défense. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, avoir une communication avec des hôtels à insectes? Je vois qu'il y a un aspect pollinisation avec des abeilles solitaires, des hôtels à insectes qui pourraient être même profilés en fonction du pollinisateur que l'on souhaite voir travailler ici, et qui sont en même temps le support à une communication grand public autour de ces zones de réimplantation. Peut-être qu'en scénarisant pour le grand public, en tout cas ces espaces de réimplantation, on pourrait communiquer sur le travail qui est fait et faire mieux respecter ces espaces. C'est ma question, je ne sais pas si elle était très claire. Alors, du coup, on revient au niveau des abeilles. Il y a un doctorat qui a été réalisé en collaboration avec le Parc national des Calanques. Déjà, un petit point, c'est qu'au niveau des abeilles sauvages, elles souffrent beaucoup, pour les grosses abeilles sauvages, de la compétition avec l'abeille domestique. Vous parlez d'hôtels en insectes, et il y a des études qui ont été menées à Aix-Marseille Université qui ont montré que les hôtels à insectes qui ont été installés de manière à la base positive au niveau de la ville permettent aussi à ce qu'il y ait des abeilles invasives qui nichent dans ces hôtels à insectes. Donc c'est vraiment à mener avec précaution. Il faut faire vraiment des études préalables de quel type d'abeille va préférentiellement en fonction de la largeur des trous des bambous, etc., de la profondeur ou de qui arrive en premier au niveau des bambous pour vraiment se lancer dans mettre des hôtels à insectes. Ce n'est pas encore à envisager pour l'instant de manière à favoriser certains types d'abeilles sauvages dans certains sites d'astragales de Marseille par rapport à la prépondérance et à l'interdépendance qu'on a montré. Il faut toujours se rappeler que les hôtels à insectes permettent aussi l'implantation d'abeilles qui sont actuellement reconnues invasives. Donc c'est vraiment à mener avec beaucoup de précautions. Pas d'autres questions? Alors du coup, vous n'avez pas posé la question qu'on m'a beaucoup posée durant la période du live, et donc je l'ai mise en première question dans le diaporama. C'est ce dont les scientifiques et les gestionnaires se posent comme question, c'est-à-dire qu'on vous a présenté une courbe de survie, mais le monde scientifique dit qu'il faut qu'on publie les résultats des transplantations, il ne faut pas que ça reste dans les rapports et que ça reste de ce qu'on appelle nous de la littérature grise, de manière à ce qu'on prenne plus d'informations au niveau des translocations qui peuvent avoir fonctionné. Et donc j'avais commencé à poser la question, mais à partir de quand on peut dire que c'est un succès, à partir de quand c'est un échec? Pendant le live, l'Arbre me demandait souvent de pouvoir communiquer où on en était en 2018-2019 du pourcentage de survie, et je ne voulais surtout pas donner ce chiffre-là. Parce que pour le grand public, des fois, si on est inférieur à 50% de survie, ben, c'est un échec. Et donc, j'avais proposé en question, c'est à partir de quel pourcentage on peut dire que c'est une réussite au niveau de la translocation. Est-ce qu'on attend aussi de savoir s'il y a eu floraison, fructification, ou s'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour pouvoir dire et faire transmettre au public c'est un succès ou c'est un échec. Et donc je vous ai mis quelques autres publications reconnues scientifiquement au niveau des transplantations de la Centaurea corymbosa ou Arenaria grandiflora et d'autres études où vous voyez que effectivement
c'est toujours un ordonné le pourcentage de survie et un abscisse le temps qui s'écoule. Il y a toujours, vous voyez, des fluctuations importantes et toujours, comme vous l'a présenté Lucie, certains sites où la survie a été rapidement, extrêmement réduite au niveau des plantules d'astragales de Marseille. Par rapport aux courbes, nous, si on remet la nôtre, on se situe ici. Je ne sais pas si Julien, Alex, Daniel, vous voudriez partager votre connaissance écologique là-dessus. Un pourcentage faible de survie, ça, largement. Un pourcentage faible de survie, c'est pas un problème si la mortalité est faible. On a des populations de plantes pérennes qui ont une régénération suffisante avec assez peu de survie des plantules et des jeunes individus. En fait, c'est une histoire d'équilibre entre la mortalité et la régénération démographique. Alors la régénération démographique, c'est un peu plus que la natalité, c'est aussi germination, survie des individus jusqu'à l'âge adulte de se reproduire, jusqu'à l'âge de reproduction. Et dans une population avec des individus qui ont une longue durée de vie, qui se reproduisent souvent, chaque année par exemple, on n'a pas besoin d'un taux de survie énorme pour assurer l'équilibre en fait. Par exemple, on a une population de genévriers turifères du côté de Briançon qui est là depuis des millénaires et qui se maintient avec relativement peu de plantules, enfin de régénération, quoi. Mais donc, en fait, c'est assez trompeur ces indices basés sur des pourcentages de survie, parce que derrière le mot survie, il y a beaucoup ça a un sens très profond, quoi. C'est la survie, on pense tout de suite à la survie humaine, etc. Il faut bien se rendre compte que les plantes, elles produisent des centaines ou des milliers de descendants. Une astragale, je ne me souviens plus, on l'avait compté, c'est plusieurs centaines de bébés qui sont produits chaque année, quoi. Donc elles ont intégré au cours de leur évolution le fait que la mortalité infantile est très forte. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir si le cycle biologique se produit ou pas. Et actuellement, le cycle biologique de l'astragale, il se produit pas, il est interrompu. Donc l'astragale, elle est prise dans ce qu'on appelle une dette d'extinction, c'est-à-dire que sur le long terme, elle va vers son extinction. Donc clairement, le succès ici, on pourrait le modéliser, c'est combien de temps on a gagné en ajoutant des individus dans la population, combien de temps on a gagné avant cette extinction. Mais le phénomène, il est encore en cours, quoi. Donc la dette d'extinction, elle n'est pas payée en quelque sorte. Donc le critère absolu théorique pour savoir si on a un succès ou pas, on n'en sait rien pour l'instant. On n'a pas fini de rechercher, on n'a probablement pas fini d'intervenir, ou peut-être c'est un problème qui dépasse largement ce qu'on appelle la recherche-action, dans le sens où il faudrait que localement le cycle biologique soit rétabli, que ensuite la régénération démographique, au moins dans certaines populations, soit suffisante pour qu'il y ait un excédent d'individus produits par rapport à la mortalité, et que surtout il y ait des phénomènes, des dynamiques d'expansion qui puissent venir compenser les phénomènes d'extinction locale. Vous avez probablement vu dans les analyses de niche, mais aussi sur les cartes, qu'il y a de nombreux sites potentiels où a priori nous on pense que l'astragale pourrait vivre, où elle n'est pas là. Alors qu'à quelques centaines de mètres, on trouve des sites où elle est. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle la dispersion de ces propagules, la dispersion de ces fruits, de ces graines, n'a pas lieu, ou alors elle a lieu à très courte distance, grâce un peu aux fourmis peut-être, qui prédatent aussi, donc c'est pas très efficace. Mes collègues ont aussi indiqué souvent qu'il faut scarifier les graines pour avoir une bonne germination. Si on ne scarifie pas, c'est-à-dire que si on n'enlève pas l'enveloppe en fait de la graine, si on ne l'attaque pas avec des acides ou en râpant,
on n'a pas de germination. Et ça suppose aussi qu'il manque quelque chose dans l'écologie actuelle, dans la niche écologique, qui réalise naturellement cette scarification. Alors les légumineuses, elles ont toutes ce problème, la plupart ont toutes ce problème, leurs fruits sont consommés, et en fait c'est les sucs digestifs, hein, c'est la digestion par les animaux du fruit qui scarifie la graine. Et globalement, ce qui manque à l'astragale ici, c'est ça, hein, c'est comme on vient de le dire, hein, une interaction avec un animal ou plusieurs animaux, probablement des vertébrés. Moi, je ferai l'hypothèse que ce sont des oiseaux qui transporteraient ces graines, qui feraient la scarification de ces graines durant la digestion et qui, en déposant leurs crottes ou leurs fientes dans la nature, disperseraient cet astragale. Et ça c'est un peu l'objectif ultime, je pense, de nos voilà, là où on veut aller aussi comprendre. Et pas seulement sur l'astragale, il y a nombreuses plantes qui sont dans ce cas de figure. Hein. Je pense à une plante auquel on s'est intéressé récemment sur les dragonniers de Macaronésie qui étaient dispersés par des pigeons. Les pigeons ont disparu, ils ont été chassés et il n'y a plus de dispersion des dragonniers. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. On a remarqué donc que les fourmis dispersaient les graines mais faisaient la prédation. On avait remarqué aussi qu'il y avait une prédation des graines par des... j'ai oublié le nom des petits coléoptères, des bruches, voilà, etc. Par contre, on n'a aucun indice sur la dispersion par des vertébrés et c'est probablement là où il faut rechercher. Alors pourquoi peut-être un oiseau? Il y a une proximité génétique très nette qui monte entre le sud du Portugal, le cap de Creus en Espagne et Marseille, donc des très longues distances, des faibles différenciations génétiques qui montrent qu'il y a un moment donné, peut-être il n'y a pas très longtemps, il y avait encore des contacts, ou encore il y a eu en tout cas une expansion, et donc un phénomène de dispersion qui a mis en liaison ces sites très éloignés. Dans le cas d'autres plantes qui poussent comme ça à proximité du littoral, on a Armeria pingens qui est à présent au sud de l'Espagne et en Corse, ou en Sardaigne, ou en Sardaigne, je ne me souviens plus bien. Et on avait fait aussi l'hypothèse d'oiseaux du littoral qui faisaient dispersion. Donc, ces survies, moi je les trouve plutôt très bonnes, hein, par rapport à d'autres exemples. Elles nous ont permis de gagner beaucoup de temps. Donc le succès, pour moi c'est un grand succès. Hein. Alors c'est pas tout à fait vrai qu'on a doublé l'effectif. Il faudra voir combien d'individus arrivent à reproduction. Et là on verra de combien on a multiplié l'effectif. Mais probablement on a gagné beaucoup de temps et l'astragale a comment dire, repoussé le moment où elle payera sa dette d'extinction grâce à ce projet. Est-ce que du coup, Julien, tu veux dire quelques mots et pouvoir après enchaîner sur le plantain? Ouais, alors, contre toute attente, je ne vais pas du tout parler du plantain, hein, parce que là j'ai quand même pas mal de questions, dont une question qui est, que j'aurais peut-être pu poser il y a 5 ans, mais je l'ai gardée pour, comme ça c'est devant tout le monde. Mais ce que m'évoque, moi, c'est ces courbes de survie. Si on écarte la batterie de Marseille Vert, où tu avais évoqué les questions d'habitat qui n'étaient peut-être pas forcément optimales par rapport à ce que l'analyse de niche montrait, mais globalement, on regarde que ce qui a mal mieux marché, c'est les introductions, et là où ça a moins bien marché, c'est notamment Montrose, Marseille Vert, où il y a les plus grosses concentrations d'individus sauvages. Et moi, la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi le chiffre de 300 par site, sachant que, suivant les sites, on a des populations qui sont à plusieurs centaines d'individus, d'autres quelques dizaines. Et pourquoi un nombre fixe, rond, pour chacune des stations, quels que soient leurs effectifs de départ? Moi, mon hypothèse complètement farfelue, c'est qu'au Montrose, l'espace il est saturé. En astragale et en plein d'autres choses, même s'il y a encore de la place, on estime, hein, mais globalement, quand je regarde un peu le truc avec recul, je me dis que Montrose, ça n'a peut-être pas marché pour le piétinement, pour tout un tas d'autres choses, mais peut-être aussi parce que la population, elle est déjà en quelque sorte énorme, et qu'à l'inverse, ce qui a été créé, pour le coup, il y avait zéro, et que là, ça a peut-être marché. Ça peut paraître un peu puéril et naïf, mais est-ce que ça ne serait pas aussi une explication?
Et la question sous-jacente, c'était voilà, pourquoi ce chiffre de 300 pour chaque station? Est-ce qu'il y a eu un nombre d'individus optimal par population qui a pu être calculé? Ou est-ce que on a fait comme ça parce que... Alors, nos premières expériences de transplantation, on avait mis 100 plantules par site. Ça fait référence à un concept scientifique de la taille minimum viable des populations. Et donc, on a décidé au niveau de Aix-Marseille Université, à l'IMBE, d'augmenter ce nombre-là, parce que normalement, plus on augmente le nombre d'individus localement, et plus il peut se produire scientifiquement ce qu'on appelle l'effet Ali, A2L et 2E, du scientifique qui l'a démontré, c'est-à-dire que plus on augmente le nombre d'individus localement de la même espèce, eh bien ça peut augmenter la performance de ces individus par effet positif jusqu'à un certain point. Et donc on s'était fixé d'augmenter à plus de 100. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement? Eh bien après on est tombé au niveau du chiffre de 300. Mais par exemple, pour cet effet Ali, tu reviendras après du coup sur ta présentation, Julien. Là vous avez la survie au niveau des placettes, où les 24 individus sont très proches les uns des autres, et la survie au niveau des transects, où forcément les individus sont de plus en plus éloignés. La survie, elle est moindre au niveau des transects pour l'astragale de Marseille. Est-ce que ça pourrait venir de cet effet Ali qui ne peut plus agir le long des transects, ou alors parce que les transects traversent des habitats où les conditions sont des fois favorables, des fois moins favorables par rapport à la situation des placettes, où les individus sont concentrés sur 3 mètres sur 3 mètres, les 24 individus. Voilà le nombre de 300 d'où il sort et pourquoi on l'a utilisé. Est-ce que tu veux, du coup, Julien, en profiter pour nous parler du plantain? Alors, en fait, la vraie question, c'est le timing, en fait, parce que je ne suis pas sûr que... Il y a d'autres qui voudraient peut-être parler, et puis le plantain, c'est sur lequel... Je peux essayer de faire ça en 30 secondes, mais après, voilà, il faut voir aussi... Il vous reste un quart d'heure. Il vous reste combien? Un quart d'heure. Un quart d'heure. On a pris un peu de retard, mais... Peut-être juste sur le critère de réussite de cette action. Il y a l'astragale, du coup, elle est classée sur liste rouge de l'UICN France et sur liste rouge régionale sur le statut en danger. Donc c'est l'avant-dernier statut avant danger critique d'extinction puis éteinte. Un critère de réussite qui serait intéressant, ce serait de voir si cette classification peut changer et quelles sont les conditions. Est-ce que c'est une condition d'effectif? Est-ce que c'est une condition de restauration de son partenaire, son oiseau avec qui elle est en interdépendance? Donc ça peut être intéressant en tout cas pour valoriser cette action, qu'il y ait un changement de statut à un moment et qui s'exprime dans des documents de gestion qui guident un peu notre action. Voilà, en tout cas ce qui est intéressant pour le parc national, nous on a notre propre système de classification qui est en partie basé sur ces listes rouges, mais ce qui est intéressant c'est quand même de pouvoir se baser sur des études scientifiques aussi poussées et aussi diverses pour guider les actions de gestion. Oui, bonjour. Les listes rouges, c'est surtout basé sur les effectifs, les surfaces de répartition et les tendances. Donc effectivement, là, si on dit qu'on double les populations, qu'on a augmenté la surface parce qu'on en a... Effectivement, si on reprend les calculs, il faudrait quand même faire l'exercice. Hein, je ne sais pas qui, c'est le CBN qui s'est occupé de faire les calculs pour la région. Il faudrait voir tout ça. Effectivement, si on double l'effectif, que la tendance, on a considéré qu'on l'a inversé, ce qui est certainement faux. Voilà, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment la manière dont les gens appréhendent l'outil qui peut être différente. Mais effectivement, si on part du principe de base qu'on a augmenté et la surface et le nombre d'individus, on risque de se retrouver dans une autre catégorie. Donc ça, c'est à voir. Alors, ce qui serait potentiellement faux, parce que tout ce que nous disent les scientifiques ici, c'est pas gagné. Enfin, moi, pour revenir sur ta question, moi, j'ai un peu basique, comme la fin de la réponse d'Alex. Moi, effectivement, en tant que naturaliste, on me dit qu'on a augmenté d'un tiers, on a doublé la population. Voilà, je trouve que c'est un succès, même si on a des taux de survie qui sont faibles pour les scientifiques. Pour un naturaliste de base et quelqu'un qui est content de savoir qu'on a travaillé sur l'astragale, on a un effectif à d'un tiers en plus, c'est une réussite, même si c'est 400 individus qui ont survécu. Quoi.
Donc ça dépend comment la personne perçoit vos résultats, quoi. C'est tout simplement ça la réussite. Après, scientifiquement, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller pour dire que c'est une réussite ou pas, mais pour moi, c'en est une. Déjà, au point de vue naturaliste, et au point de vue humain encore plus, vu tout ce qui a été fait, là, rien que ça, c'est la vraie réussite du projet, c'est déjà d'avoir mis tout ce monde autour de la table, mais voilà, moi je trouve que la survie, elle est sympa, quoi. Après, un autre point de satisfaction sur l'opération, c'est de se dire que, au-delà des simples chiffres, c'est aussi une capacité d'existence dans le paysage public, c'est-à-dire que là, le gestionnaire, le Parc national des Calanques, a été confronté assez récemment, voire même pendant la temporalité du LIFE, à des problématiques d'impact sur cette espèce. Et le fait qu'aujourd'hui, cette espèce, qui était vraiment le porte-étendard du programme et l'emblème du parc, arrive jusqu'aux oreilles quasiment de tribunaux, ou en tout cas aussi de grandes structures d'aménagement du territoire, c'est dire à quel point le travail des scientifiques a porté. Et cette action aussi, qui a mis en valeur toute l'énergie qui a été dépensée, l'argent public aussi accessoirement, mais le fait qu'on ait réussi à mettre en avant cette espèce de cette manière-là, et qu'aujourd'hui on soit littéralement pinaillé pour 2 individus d'astragales qui risquent peut-être d'être détruits dans le cadre de travaux qui visent en plus à renaturer un petit peu les terrains du territoire, je trouve que c'est aussi une belle réussite, j'ai envie de dire culturelle, humaine, plus que scientifique en tout cas, puisqu'on a réussi à la mettre sur des tables de négociation dans lesquelles elle était pas encore bien présente, en tout cas pas suffisamment au regard de sa vulnérabilité. Donc ça c'est aussi un bon critère, je pense, qui n'est pas mesurable, on ne peut pas mettre des pourcentages de nombre de dossiers sur la table d'un service instructeur, mais heureusement d'ailleurs. Ah oui, tu vas directement à la diapo de conclusion. Je les ai fait défiler pendant que tu parlais. Ouais, mais ça parlait pas du plantain, on parlait d'astragale encore. Moi, je voulais juste préciser une chose. Tu demandes pourquoi on a planté pareil dans tous les sites sans tenir compte de ce qu'il y avait déjà sur le site. J'ai envie d'être basique. C'est tout simplement, quand on veut faire des statistiques, il faut que ce soit comparable au niveau effectif entre les différents sites. Après, j'irai plus loin que juste placette transect. Moi, j'ai envie d'aller aussi plus loin sur la fréquentation. Il y a toute une modélisation des sentiers qui vous ont été présentés hier. Et intuitivement, j'ai aussi envie de dire, si un transect est un peu trop près d'un chemin de randonnée, il y a énormément plus de chances que ça se fasse tout écrabouiller. Donc il y a aussi les mises en défense. Ça, c'était un énorme débat aussi de est-ce qu'on fait que les petites placettes, comment on met les mises en défense. Il y a aussi beaucoup de communication. Pour répondre aussi à votre question tout à l'heure, il y a tout un volet communication qui a été fait pour essayer de sensibiliser les gens, pour mettre des panneaux, pour expliquer, aller voir les écoles, etc. Et malgré tout cet effort énorme qui a été fait, systématiquement, quand on va sur le terrain pour suivre la survie, il y a sans arrêt des gens qui viennent nous voir en disant « Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est quoi l'astragale ?» Donc il y a encore beaucoup de travail. On est très loin d'avoir terminé la communication pour expliquer pourquoi il faut respecter les chemins, etc. Mais on va y arriver. Par rapport à ça, la communication, et je pense que donc, vous en serez sensibilisés, si vous avez retenu le chiffre que la survie de l'astragale, c'est à peu près 30%, il faut pouvoir après expliquer que 30% c'est un succès et les facteurs qui ont été impliqués, les paramètres, etc., qui sont impliqués. Et c'est pour ça que ça m'inquiète toujours. Vous avez parlé tout à l'heure de diffuser au grand public. Ça m'inquiète toujours quand ces chiffres sont sur un poster ou sur une affiche, sans qu'il y ait possibilité de discussion derrière. C'est la raison pour laquelle, au cours du live, je ne voulais surtout pas que le pourcentage de survie, qui n'a cessé de diminuer, soit divulgué. Et surtout, c'est par rapport aussi aux publications scientifiques qu'on peut en faire. Si on fait la publication juste après, 2 ans après, eh bien, on aura un pourcentage de survie qui, pour le grand public, est assez acceptable, alors que pour nous, c'est un succès. Mais si on attend trop longtemps les publications, eh bien, forcément que... alors, Alex nous a dit qu'on a retardé l'extinction de l'astragale. Donc, forcément, ce que sous-entend Alex, c'est que ce pourcentage de survie, au fil des années, va continuer à diminuer inexorablement. Donc voilà, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte lorsqu'on garde
en tête le pourcentage de survie. Il y a John Thompson qui veut intervenir, s'il peut Oui. avoir un micro. Alors après, on laissera le temps aussi à la séquence suivante de se dérouler. On va prendre quelques questions là-haut. Laurence, pour t'aider dans cette communication, tu peux remettre la diapo avec la survie? Je parle de survie à 30%. Celle de l'Astragal? Oui, oui. Survie à 30%. Quel est le pourcentage de survie depuis la fin de l'été 2020? Quel est le pourcentage De survie depuis la fin de l'été 2020, c'est-à-dire la première été dans la vie de ces jeunes plantules. On était autour de 50%, il me semble. Ah, oui, même Globalement, plus dans sur certaines les- populations, même bien En plus, moyenne. je pense. Oui. Et pourquoi vous n'utilisez pas ça? Ce que vous voyez là, l'été 2020, on observe ça sur toutes les plantes sur lesquelles on a fait des études démographiques à partir des graines. La première été en région méditerranéenne, pour les plantes pérennes, c'est très très difficile. C'est toujours le moment où le taux de mortalité est le plus important. J'ai fait une synthèse, je peux te l'envoyer. Donc, passons cette partie-là, qui arrive à tout le monde, toutes les espèces sur lesquelles on a travaillé. Quel est le taux de survie et en quoi ce taux de survie ressemble à ce qu'on voit dans la littérature? Est-ce que... Oui, bonjour. Donc un petit complément à propos des succès de reprise d'une plante qui va être directement mis dans un environnement un petit peu difficile pour elle par rapport à une graine qui va germer in situ. On sait qu'une graine qui germe in situ, sa radicule et ses premières racines vont se frayer un passage à travers le sol, à travers les roches qui sont dans le sous-sol. Et donc, une plante qui va germer in situ, finalement, elle a un petit peu plus de chance, même s'il y a aussi beaucoup d'aléas autour d'elle, qu'une plante qu'on va mettre en difficulté avec une transplantation. Donc, ça explique aussi que le taux de survie, quand on va transplanter quelque chose, des translocations, forcément, il n'est pas bien gros. Puisqu'en fait, on est dans un milieu qui est quand même difficile, dans les calanques. Il n'y a pas beaucoup de terre, il y a beaucoup de cailloux. Donc je trouve que déjà ce pourcentage de survie, pour moi, c'est une réussite dans la mesure où on va mettre ces plantes vraiment dans des conditions difficiles. Alors c'est la même chose pour la centaurée de la Clappe où c'est très caillouteux, mais toutes ces plantes qu'on va réintroduire, eh bien il faut savoir que c'est normal qu'il y a un gros pourcentage d'échecs puisqu'il faut qu'elles s'adaptent et qu'il y a des sécheresses qui sont là, qui n'ont pas aidé non plus pour qu'elles puissent se frayer un passage et qu'elles aillent puiser l'eau et qu'elles puissent s'installer. Et c'est un petit peu la même chose pour le plantain, donc je passe la parole à Julien. Il me semble qu'il y avait d'autres questions, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire ce parallèle, parce qu'il n'y a pas eu que l'Astragal sur lequel on a bossé dans le live, mais il me semble qu'il y avait d'autres questions dans la salle avant, peut-être. On va vraiment prendre les dernières questions. Sinon, pendant la pause. Ouais, pendant la pause déjeuner sur le plantain, peut-être. Une dernière question, Catherine, là-bas. Merci. Au niveau de la communication grand public, c'est vrai que toute cette opération-là, elle a vraiment eu le mérite de faire connaître mieux, et du moins en ce qui me concerne, l'Astragale de Marseille. Et je pense que poser la question à n'importe quel vulgum pécus dans la rue, qu'est-ce que c'est pour vous l'Astragale de Marseille? C'est pas gagné. Mais on en discutait aussi avec les collègues de l'équipe du LIFE. Tous les reportages font mention de la naissance d'un panda. Et ça, tout le public, et à chaque fois, s'émerveille de la naissance d'un panda. Ben, je pense que la naissance d'un plantu d'Astragale et sa survie, ça devrait être au même niveau. Et je pense qu'au niveau de la communication sur ce sujet, on a énormément de champs des possibles à faire. Et ça nous ouvre beaucoup de perspectives encourageantes. Juste quelques mots sur le plantain. Oui, quand même, un peu cher, sinon il va être triste. Alors, je vous en parle très rapidement, parce qu'effectivement, après, on va être un peu en retard sur le reste. Mais dans le cadre du LIFE, il y a effectivement eu 2 espèces qui étaient visées par cette opération de renforcement. Il y avait également le plantain subulé, qui est la petite plante que vous voyez en haut, là, en photo. Pourquoi on s'est intéressé à cette plante? Parce qu'en fait, c'est une espèce qui est présente de manière historique sur le Frioul, mais qui a énormément régressé. En fait, on a
des effectifs qui étaient à peu près d'ordre de 500 individus il y a une vingtaine d'années. Et là, aujourd'hui, en 2022, on n'est plus qu'à 50. Donc on a perdu 90% à peu près de l'effectif. Par contre, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est contrairement à l'Astragal, où on a des dizaines d'années d'études scientifiques extrêmement poussées sur, on a vu la niche écologique, les pollinisateurs, la génétique, etc. Plantain subulé, on ne connaît rien. On sait que la plante, elle régresse, mais par contre, on n'a absolument aucune idée de comment on la met en culture, est-ce qu'elle tient bien, qu'est-ce qu'elle a besoin, etc. Donc là, c'est bien parce qu'on a vraiment entre guillemets, les deux extrêmes. Une espèce comme l'Astragal ultra documentée sur laquelle il manque vraiment très peu d'éléments pour maîtriser l'itinéraire technique à la perfection. Et le plantain où on part quasiment de zéro. Mais on s'est dit, c'est bien, justement, ça permettra de faire la comparaison entre les deux. Et de voir ce qui peut marcher si quand on se lance dans des opérations comme ça de renforcement quasiment avec rien, est-ce qu'on a des chances de réussir ou pas. Donc là pour le coup on n'est pas du tout sur la même quantité, on n'est pas sur le même process industriel, on a fait ça dans nos installations à Porquerolles du conservatoire, on a récupéré que quelques centaines de graines, on a eu un peu du mal à en récupérer beaucoup plus parce que comme je vous l'ai dit, il restait au début du live quand on a fait les récupérations de graines moins d'une centaine, 70-80 je crois d'individus répartis sur la moitié nord de l'île de Ratonneau au Frioul. Passer le tri de graines et les tests de germination, voilà, on a eu à peu près 600 graines qui ont été mises en culture, qu'on est venu remettre aux endroits où on les avait récupérées. Donc là, vous avez eu tout un développement sur l'analyse génétique, sur la dépression d'allogamie je vais y arriver, de dépression de consanguinité. Là, on ne s'est pas encombré de ça, parce que comme on n'avait pas les infos, on s'est dit, principe de précaution, on ne va pas mélanger les graines, on ne va pas récupérer des graines du continent pour les années sur le Frioul. On a récupéré des graines sur des pieds mers, on va replanter autour, en espérant que ça ne pose pas plus de problèmes qu'autre chose. Donc les 5 sites sur lesquels on a prélevé, on est revenu replanter à côté. Sur le même format d'ailleurs que les fameux transects qui ont été expliqués sur l'Astragal, là on les voit sur les cartes et la photo que vous avez au centre, c'est les lignes de plantation avec des petits trous, avec les godets de plantation. Et j'en arrive direct au résultat, parce qu'on a dit qu'on était pressé. Nous, par contre, voilà, c'est pas du tout les mêmes résultats. On a, spoiler, 2 individus survivants sur les 600 qu'on a plantés. Il y a eu 2 campagnes de plantation, automne 2018, automne 2019. Et vous voyez sur les courbes de droite, les taux de survie ont chuté de manière assez régulière. Mais effectivement, on a eu ce coup près après le premier été. Vous voyez, il était plus 12, hein, c'est un an après les plantations, donc c'est octobre 2019-2020. J'ai mis les 2 campagnes de plantation côte à côte, mais avec la même temporalité. Où du coup, voilà, on a eu la sécheresse estivale qui a mis un sacré coup de massue, mais qui a quand même pas mal régressé avant cet épisode-là. Pour des questions aussi parfois de concurrence, quand on a refait des plantations, on a remué de la terre forcément, et sur un des secteurs, c'était bourré d'allium commutatum, enfin un gros ail, quand on a creusé, forcément on a éclaté les bulbes, ça a dispersé l'espèce et ça a fait une véritable jungle qui a étouffé complètement nos plantations. Donc ça on s'en est souvenu, on n'a pas planté au même endroit l'année suivante. Vous voyez en bas à droite aussi, on s'est amusé à arroser pendant la période estivale en se disant peut-être que ça va faire un peu un effet. Et effectivement, au lieu d'avoir que 5-10 individus à l'issue de l'été, on en a eu une trentaine pour la 2e campagne de plantation, donc on était contents. Bon, évidemment, on n'a pas passé notre année à arroser, donc une fois qu'on a arrêté, évidemment, l'année suivante, on est arrivé à ces résultats qui sont certes décevants, mais qui sont hyper intéressants pour montrer justement entre les 2 extrêmes que je disais, hein, les opérations de renforcement, ça ne se fait pas entre la poire et le fromage, hein, il faut quand même y aller de manière assez documentée. On a eu cette chance inestimable d'avoir un modèle d'étude comme l'Astragal qui avait été certainement l'espèce la plus étudiée dans notre territoire d'agrément. Et c'est ce qui a permis, je pense, aussi d'avoir ces résultats aussi satisfaisants, même si Laurence a été très timide pendant toute la durée du live pour les communiquer. Vous voyez, il ne nous reste que 2 survivants, je ne suis pas plus traumatisé que ça. On savait de toute façon que cette espèce, elle était en voie de déclin sur le Frioul et qu'on allait essayer de faire quelque chose, mais globalement, même si les causes de déclin avaient été en partie résultes, on sait que les pollutions avaient joué un gros travail sur la réduction de ses effectifs et que le traitement des effluents dans la rade de Marseille s'était amélioré. Le piétinement aussi, grâce aux travaux d'aménagement de sentiers qui avaient été faits sur le Frioul dans le début d'année 2000. On est parti avec un effectif de départ qui était beaucoup trop faible, très certainement. Les sécheresses estivales qui s'accentuent d'année en année, ça n'a pas aidé non plus. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec ce résultat qui, en apparence, est décevant, mais il faut le remettre en perspective avec toutes les actions qui ont été faites dans le live, toutes les actions aussi
que tu évoquais sur d'autres diapos, sur d'autres espèces remarquables où il y a eu des renforcements, que John évoquait aussi sur ces synthèses-là. Voilà. Quand on veut faire des renforcements, c'est bien d'y aller avec suffisamment de bagages scientifiques et techniques pour pas gaspiller des graines ou pas arriver trop tard, pour s'y prendre au bon moment avec les bonnes méthodes. Voilà pour la rubrique nécrologique. Merci beaucoup Julien. Merci pour cette séquence très riche. Merci à tous les participants du débat. On va pouvoir passer à la séquence suivante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Julien, donc à la pause déjeuner. Juste une, là. Ou un complément. Je voulais dire que Julien il a été un petit peu négatif parce qu'en parallèle des plantations sur les secteurs des plantains, on a aussi fait une petite pépinière à côté des bâtiments sur le Frioul. Et dans cette petite pépinière, eh bien, on a des plantes qui font déjà des graines et où on a eu du recrutement. En fait, c'était les plants qui restaient par rapport à tous ceux qu'on avait plantés in situ au bord des petites calanques. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup d'emplacements qui étaient favorables pour replanter l'espèce, comme il nous l'a dit. Et donc, on a fait cette petite pépinière, là où il y avait déjà eu un petit jardin botanique. Il y a déjà le parc des Calanques avait fait un petit endroit un peu démonstratif. Et dans cet endroit, eh bien, ça va être un réservoir, en fait, un peu une banque de graines pour avoir des ressources pour la suite, parce que là, les individus vont très bien et ont déjà commencé à faire du recrutement avec leurs propres graines. Donc ça, je trouve que c'est une réussite. Oui, alors heureusement que tu es là, Sylvia, merci de me le rappeler, parce qu'en plus, je l'ai mis sur ces courbes-là. Vous voyez, les histogrammes verts, en fait, c'est justement la fameuse pépinière en question. C'est vraiment l'ultime réservoir du patrimoine génétique du plantain sur le Frioul. Et là, en plus, vous avez une courbe, enfin le graphique qui est avant les derniers suivis d'octobre dernier, que j'ai pas pensé à mettre dans le diaporama, où là, carrément, on explose à 200%. En fait, là, c'est des pourcentages de taux de survie par rapport aux plantules qu'on a installées. Vous voyez que ça s'est stabilisé à 40-50% au bout de 2 ans. Mais en fait, cette année, là, on a eu plus de 80 germinations nouvelles de plantain au sein de la pépinière. Donc oui, merci de me l'avoir rappelé, parce que là, on a littéralement doublé l'effectif dans la pépinière, dans quelques mètres carrés. Une pépinière qui d'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne sont pas dans la salle aujourd'hui, mais qui a été aménagée par les élèves du lycée des Calanques. Donc là aussi, un beau projet, j'ai trouvé, de partenariat avec différentes structures. Mais voilà, ce plantain, effectivement, plantain is not dead. Hein, le Frioul va quand même conserver une partie de son patrimoine génétique de l'espèce dans cet espace-là. On verra ce qu'on en fait plus tard. Les conseils scientifiques du parc des Calanques et le nôtre au CBNMed ont été sollicités sur cette question. On pensait en débattre un petit peu, mais comme c'est une espèce qui n'est pas dans les priorités des listes rouges, c'est une espèce qui n'est pas menacée de manière générale sur le territoire, c'est pas dans les priorités de gestion sur le parc. Il y a d'autres espèces beaucoup plus rares menacées. On a fait ce qu'on a pu. On a cette roue de secours au cas où un jour on se dit tiens, ça serait bien de faire quelque chose si les conditions le permettent. Mais voilà, effectivement, tu fais bien de rappeler tout n'est pas foutu. Voilà. Merci beaucoup.